Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir un troisième auteur pour la playlist Polar Histoire de la chaîne YouTube Criminocorpus. Nous le remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais lui demander de se présenter et de présenter aussi l'ouvrage dont il va nous parler aujourd'hui. Alors bonjour, merci de m'accueillir. Je m'appelle Antoine Albertini, je suis né il y a 48 ans à Bastia, en Corse. Je suis actuellement journaliste au quotidien Le Monde et je suis en charge des questions de police, de gendarmerie et de sécurité intérieure. Une matière délicate mais exaltante à traiter, très exigeante. Et j'ai publié au mois d'août 2023 Un très honnête bandit aux éditions Jean-Claude Lattès qui retrace l'histoire réelle. Alors c'est un fait divers que j'ai en partie romancé, mais toute la trame est réelle. L'histoire d'un de ces nombreux bandits dits d'honneur qui tenaient le maquis tout au long du 19e siècle, en l'occurrence c'est à la fin du 19e siècle, qui va être précipité dans la vengeance par impératif social, je dirais, après que son père ait été tué, et qui va devenir assez rapidement un individu très peu recommandable, et jusqu'à se mettre au banc de la société et finir par être guillotiné place Pourte à Sartène à l'aube du 5 septembre 1888, au terme à la fois d'un périple personnel et d'un périple judiciaire tout à fait singulier qui a défrayé la presse à l'époque, non seulement française, mais aussi la presse internationale, puisque j'ai retrouvé des coupures de presse de journaux néo-zélandais ou new-yorkais qui ont parlé de cette affaire, qui aujourd'hui est oubliée, mais à l'époque a eu un certain retentissement. On aura l'occasion d'en parler, notamment en raison des forfaitures de la justice française et de la terreur du bourreau des Blair, qui était effrayé à l'idée d'aller officier en Corse à cette période. Alors dans Un très honnête bandit, tu évoques en effet le cas de Rocchini. Est-ce que tu peux nous expliquer, à travers cette affaire, le lien qui existe aussi entre cette affaire et puis l'enquêteur qui est un peu particulier et qui a un rapport avec le lieu ici dans lequel on se trouve. Est-ce qu'il y a des documents ou des objets dans ce lieu qui te rappellent le contenu de ton ouvrage ? Alors oui, ici nous sommes au musée de la gendarmerie, au sein de l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun, en Seine-et-Marne. Il y a effectivement un centre de documentation et il y a effectivement plusieurs objets, plusieurs vitrines qui rappellent, qui évoquent très directement la Corse, comme les observations générales sur les motifs de cette organisation. Alors ça, qui est un document assez fantastique qui reprend une sorte de mémoire en défense de la création d'unités irrégulières, entre guillemets, enfin qui sont devenues le bataillon des voltigeurs corses, qui est une unité tout à fait singulière dans l'histoire de la gendarmerie, puisqu'elle s'appuie sur des auxiliaires locaux à l'époque pour donner la traque aux bandits. C'est une organisation non seulement singulière dans la gendarmerie, mais qui sera singulière en Corse aussi, puisqu'elle a laissé un très mauvais souvenir à la population, en dépit de résultats assez exceptionnels recueillis dans la traque des bandits, mais au prix, j'allais dire, d'un mépris quasi total pour toute une partie de l'histoire de cette unité, de toutes les règles de procédure pénale, c'est-à-dire que c'était d'abord des militaires ou d'anciens militaires recrutés parmi la population corse, qui comptait énormément de militaires, ou de gendarmes et d'anciens gendarmes corses fraîchement retraités. Et puis peu à peu, c'est devenu une espèce de soldatesque assez libre d'aller et de venir, au point qu'elle a fini par horrifier les tenants de la gendarmerie, entre guillemets, officielle et les magistrats. Mais enfin, toute cette histoire a quand même duré près de 3 décennies, de 1822 à 1850. Et c'est le genre de document, et puis il y a aussi une vitrine avec un fusil de voltigeur corse extrêmement bien conservé, une vendette, c'est-à-dire un couteau, et des éléments d'uniforme qui différaient avec ceux des gendarmes classiques, je dirais, et on les retrouve ici dans une vitrine, et puis au centre de documentation, tout un tas de documents qui ont trait à la Corse, dont cela figure, selon moi, parmi les plus intéressants.
Est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de ton enquêteur, ton personnage principal, Victor Franchi? Quelles sont ses caractéristiques, quelle est sa trajectoire, quelles sont ses pratiques d'enquête? Alors c'est là qu'on retrouve à la fois une inspiration, même si l'histoire se passe quasiment 40 ans plus tard, 40 ans après la fin des Voltigeurs, on retrouve à la fois une inspiration historique et à la fois un tropisme très polar avec ce Victor Frank qui est effectivement un gendarme complètement atypique, alors qui agit selon des termes qui auraient été absolument impensables à l'époque. Ça, c'est un pur élément fictionnel. C'est-à-dire qu'il a reçu autorisation des plus hautes autorités de la gendarmerie d'aller et venir comme bon lui semble, pas en uniforme, avec là où les armes de son choix, et de mettre un terme aux méfaits des bandits dont les gendarmes, sous leur organisation traditionnelle et classique, n'arrivent pas à venir à bout. Donc c'est un personnage qui est archétypal de ce qu'on peut trouver dans le polar, encore j'ai essayé d'introduire des éléments assez inattendus. Alors il est quasiment contrefait, il est presque bossu, on dirait qu'il est tout le temps fiévreux, il bégaye très fortement, mais il est détaché de toutes les corvées de service, il peut faire ce que bon lui semble, s'organiser comme il veut, et on retrouve un peu le type de justicier qu'on retrouve dans les westerns et dans le polar de manière générale, c'est-à-dire le lone rider, le cavalier solitaire qui part seul, alors il n'est pas cavalier, il est à pied la plupart du temps, mais qui part seul, qui règle à la fois ses comptes et les comptes de la société avec des gens les bandits en l'occurrence, qui eux-mêmes ne respectent pratiquement aucune règle, donc arrive un moment où il faut bien en passer par là. Alors ça ne se passait pas comme ça naturellement à l'époque, mais j'ai trouvé intéressant d'introduire un élément de pure modernité, voire de post-modernité, en donnant la parole et en expliquant les faits et gestes de ce gendarme très atypique, et même atypique à tous les égards d'ailleurs. Alors, est-ce que l'affaire que tu traites, c'est-à-dire Xavier Rocchini qui prend le maquis, l'affaire se déroule à la fin du 19e siècle, est-ce que c'était aussi un moyen d'éclairer certains phénomènes qui se dessinent à l'époque et qui vont peut-être s'amplifier par la suite et qui font certaines caractéristiques de la Corse? Je pense notamment aux relations troubles que tu évoques dans l'ouvrage entre le banditisme et la sphère politique, l'explosion à l'époque des homicides, de la violence, et puis tous ces phénomènes qui fascinent aussi les artistes, les écrivains notamment, qui vont donner du bandit corse une image idéale, presque sublimée. Oui, alors effectivement, c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire qu'on se rend compte à l'époque qu'il y a un double mouvement qui se nourrit l'un l'autre. Alors, il y a, oui, un banditisme extrêmement enraciné. On reviendra sur ses causes, elles sont nombreuses, mais enfin, il y en a 2 ou 3 qui sont parfaitement identifiées à la fois par les historiens, puis par les faits, ce qui est quand même assez pratique. Mais ce phénomène de banditisme nourrit tout un imaginaire qui est entretenu par des bataillons entiers d'écrivains qui eux-mêmes renforce ce mythe qui vient encore nourrir les générations suivantes. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, après la mode de l'orientalisme en France, vient la mode de la Corse, c'est-à-dire que tout au long du 19e siècle, on parle souvent de Mérimée, mais on oublie que la plupart des plus grands écrivains de l'époque, de Mérimée à Maupassant, à Pierre Loti, jusqu'à la fin du 19e siècle, à Flaubert, qui rêvera même de se faire lui-même bandit, après avoir obtenu son baccalauréat, il fait un tour de Corse, et puis il rentre sur le continent en passant par l'Italie. Tous ces écrivains brillants, très talentueux, vont venir en Corse, n'y voir que ce qu'ils sont venus y chercher. Ils ressemblent en cela à certains de mes confrères et consoeurs de l'époque contemporaine, où on a coutume de dire que leurs articles sur la Corse sont écrits avant même qu'ils aient pris place dans l'avion qui les fera atterrir à Bastia ou à Ajaccio ou Figari. Donc il se trouve qu'il y a effectivement ce double mouvement qui se nourrit. Un banditisme enraciné, incontestable. Le grand Alexandre Lacassagne au congrès mondial de Genève, je crois en 1882, expliquera qu'on tue, je ne me souviens plus du chiffre précis, mais je crois que c'est 9 fois plus rapporté à la population en Corse, et même en valeur absolue, me semble-t-il, que dans le département de la Seine, qui est quand même considérable. Donc tout ça va nourrir un imaginaire sur le banditisme, sur la violence en Corse, et effectivement, d'une certaine manière, va aussi
permettent de montrer des invariants qui se perpétuent encore aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement une intrication sociale assez poussée, un banditisme qui a très tôt partie lié à la classe politique locale, le clan, pour parler clairement des choses, et qui dessine une architecture tout à fait particulière, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le brigandage comme on peut en être témoin en Italie, qui est souvent une manière pour le pouvoir central en cours de constitution en Italie de disqualifier des aspirations politiques. C'est assez fréquemment le cas, notamment dans le sud de l'Italie. Tous les gens qui résistent au phénomène d'unification sont qualifiés de brigands, mais en réalité, très souvent, il y a un substrat politique à leur action. En Corse, c'est tout à fait différent. Le substrat n'est politique que par glissement, j'allais dire par translation, c'est-à-dire que le bandit, il est là d'abord parce qu'il a été précipité au maquis. Alors c'est vrai, parfois par une sorte de pression sociale, parce que lorsque l'on ne se venge pas, on n'existe plus. Donc il y a cet impératif social de se venger d'un affront, réel ou supposé, réel ou fantasmé. Mais il y a aussi des gens qui commencent à embrasser la carrière, j'allais dire, par vice ou par intérêt ou par opportunisme. C'est-à-dire qu'ils veulent faire de l'argent et s'abstraire de la société humaine. Bon, et s'affranchir des lois. Et ceux-là ont très tôt partie liée avec les politiques qui se trouvent une manne d'hommes de main incroyable, tout à fait disponibles et parfaitement motivés pour faire triompher leur vue. Longtemps les bonapartistes, puis les républicains, en cela n'ont pas varié beaucoup, à partir des années... Alors les républicains parviennent à s'enraciner en Corse un peu plus tardivement que sur le continent. On parle là de la fin des années 70, début des années 1880. Mais les uns et les autres vont y avoir recours dans les mêmes proportions et surtout dans les mêmes termes. C'est-à-dire que ce sont des élections qui sont menées à la pointe du fusil, ce sont des urnes. On retrouve presque tout un tas de considérations très caricaturales, mais assises sur la vérité. C'est des élections qu'on fait gagner à la pointe du fusil, au bout du fusil, au bout du canon du fusil. Ce sont des élections qui sont décidées avant même d'avoir été organisées. Et oui, ça me permet aussi en dernier lieu de faire apparaître des invariants et de faire passer aussi en contrebande des réalités sur la Corse d'aujourd'hui. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, on change d'échelle et de proportion, non pas de pratique. Alors dans ce polar ou roman historique, je ne sais pas trop comment le qualifier, tu nous préciseras tout cela. Alors pour l'écrire, tu as fait des recherches de nature historique extrêmement documentées. Tu publies d'ailleurs une bibliographie sélective qui est destinée aux lecteurs en fin d'ouvrage. Est-ce que tu peux nous préciser quelles sont les différentes sources que tu as consultées et pourquoi tu as voulu être comme ça très très proche de la réalité à travers les sources? Est-ce que c'était pour pouvoir mieux fictionner ou pour pouvoir coller au plus proche de ce qu'étaient réellement les faits à l'époque? Ou les deux, peut-être? Alors, le souci de documentation, d'abord, il tient au fait que je connaissais mal cette période du 19e siècle qui ne m'intéressait pas à l'époque où j'ai entrepris la rédaction du livre, en tout cas le travail de documentation, c'est-à-dire en mars 2013. Donc le livre, c'est 10 années de maturation. Donc je ne connaissais pas la période, et le moins que l'on puisse faire lorsqu'on cherche à écrire sur une période, c'est se documenter. Donc ça, c'était un premier impératif. Le deuxième impératif, c'est que je suis journaliste et j'arrive pas à me départir de cette obligation documentaire, j'allais dire, et je trouve extrêmement, pour parler poliment, maladroit, les auteurs et les autrices qui se disent « Allez, je vais écrire un roman sur le Moyen-Âge, faisons fi de toute considération d'ordre historique et racontant une histoire d'Irlier-Nondaine ». Bon, moi ça me va pas, c'est pas comme ça que je travaille, et c'est la raison pour laquelle j'ai effectivement inclus dans le livre une bibliographie sélective, c'est-à-dire non seulement pour montrer d'où je parlais, le fameux « d'où parles-tu camarade » entre guillemets, mais aussi pour inciter les gens peut-être à aller voir plus loin. Et c'est en cela qu'à mon avis, une bibliographie est essentielle pour ce type d'ouvrage. Moi je ne le vends pas comme un roman pur sucre, ce qu'il n'est pas, puisqu'il s'appuie sur des faits documentés, sur un fait divers documenté, étayé, etc. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, se documenter, ça permet une immense marge de manœuvre fictionnelle, parce que c'est évidemment impensif de le dire, mais la réalité dépasse toujours et en tout lieu la fiction. Donc on arrive à avoir
d'abord une sorte de curseur jusqu'où on peut aller dans l'infra et jusqu'où on peut aller dans le supra. C'est-à-dire, moi j'ai découvert des faits, notamment des atrocités commises par des bandits. Si on me l'avait raconté, j'y aurais modérément cru, et pourtant c'est attesté. Et donc ça permet une très très grande liberté d'écriture. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur des documents. On est sûr de l'endroit jusqu'où on peut aller, et on est absolument certain de l'endroit en deçà duquel on ne peut pas aller. C'est pour moi la documentation, plus elle est précise, plus elle permet une licence étendue. Et c'est indispensable pour ce type de livre. Alors justement, ces recherches historiques extrêmement précises, extrêmement détaillées, est-ce qu'elles ont influé sur ta façon d'écrire ? C'est-à-dire les lieux que tu vas décrire dans l'ouvrage, la façon dont tu construis tes personnages, etc. L'intrigue même, est-ce qu'elle est influencée par des découvertes que tu as pu faire historiquement, des découvertes historiques sur des faits précis ? Alors oui, c'est en cela que ça guide et que ça enrichit le récit. C'est-à-dire que je n'aurais pas été capable de décrire la prison de Sartène si je ne m'étais pas rendu à Sartène, voir un excellent historien d'ailleurs, Paul Nébia, qui m'a permis d'avoir non seulement les plans, mais que j'ai ensuite fait décrire par une amie architecte. C'est-à-dire que je voulais que les plans de l'époque soient décrits dans les termes mêmes de l'époque par une spécialiste de la question. Et oui, évidemment, ça ne fait que guider le vocabulaire. J'ai essayé d'écrire ce livre à la manière d'un polar contemporain. Ça ne fonctionnait absolument pas. Donc j'ai arrêté au bout de 20 pages. Et je me suis plongé dans la langue du 19e. Alors, je ne dis pas que j'en approche, je ne dis pas que c'est toujours très heureux, ça c'est au lecteur d'en juger, je ne dis pas que ça témoigne de grande qualité de styliste, j'en sais rien. Mais je n'ai pas pu écrire autrement ce livre qu'en empruntant la langue, les expressions du 19e siècle, rehaussées ou matinées de considérations purement corse ou d'expressions corse. Il y a quelques expressions de langue corse qui sont traduites non pas par des notes de bas de page, mais au fil du texte, parce que la langue montre aussi, illustre la mentalité de l'époque, la manière dont les gens réfléchissent, et le verbe, finalement, encadre leur pensée. Par le verbe, par la récurrence de certains thèmes dans les proverbes, dans les dictons, dans la manière dont on s'exprime, on arrive aussi à comprendre quelque chose de la situation, non seulement corse dans sa globalité, mais aussi du banditisme et des rapports entre la population, la gendarmerie, la justice. Alors, il y a des pages passionnantes dans ton ouvrage. Après l'arrestation de Rocchini, on a l'anthropométrie judiciaire et l'anthropologie judiciaire qui s'intéressent tout particulièrement à ce bandit. Est-ce que tu peux nous rappeler ici, nous préciser quelles sont les logiques à l'œuvre à l'époque dans cette volonté de décrire minutieusement, à la fois par le texte, mais aussi par l'image, ce bandit corse ? Qu'est-ce qui se joue à cette époque-là autour de... Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'on s'écarte dans ce cadre-là précis, j'allais dire, des canons de l'analyse anthropométrique ou d'anthropologie judiciaire de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un très grand débat parmi les savants, les scientifiques français à l'époque, qui semble les agiter, qui est d'où viennent les Corses. Alors, c'est assez bizarre, puisque d'où viennent les Corses, ils viennent de Corse, en fait. Alors, certes, il y a eu des invasions étrangères, etc., mais enfin, le meilleur endroit pour trouver les origines de Corse, mais ça ne suffit pas. Il faut à tout prix qu'il y ait une dimension exotique. Donc, on se retrouve avec des tas de publications savantes dans la revue, dans les cahiers français d'anthropologie, dans diverses revues, des tas de publications savantes sur les Corses sont-ils des Basques, sont-ils des Pélages grecs, sont-ils des Albanais, sont-ils des Thraces. Alors, c'est assez marrant. Il se trouve que Rocchini a ce qu'on pourrait appeler une gueule. C'est-à-dire qu'il représente lui-même l'archétype du bandit qu'on pourrait trouver depuis les haïdouks jusqu'au bandissarde. C'est une espèce d'incarnation absolue. Il est jeune, il a des traits qu'on pourrait presque trouver asiatiques, on va dire, presque des yeux en amande, une barbe très fournie. Bref, et il ne fait, cette vision-là de Rocchini ne fait qu'alimenter toutes les spéculations sur les origines des Corses, et c'est là qu'il se joue
en particulier dans ce cas-là, en matière d'anthropométrie, c'est-à-dire qu'on veut non seulement faire la cartographie du mal, presque l'anatomie vivante, in vivo du mal, mais aussi qu'on veut documenter, au-delà de l'aspect traditionnel qui est dévolu à l'anthropométrie et l'anthropologie légale, cet aspect-là des choses. Quel est ce mystère corse, en apparence insondable, avec des bandits qui sont insaisissables, qu'on n'arrive pas à cerner, qui vivent comme un néolithique dans le maquis, mais qui en même temps sont amis avec des têtes couronnées, le baron Haussmann qui vient les voir, qui vient voir les frères Bonacoche dans leur refuge à la Pinte, etc. Tout ça se joue, mais ce qui est évidemment central dans tout ça, c'est qu'on est dans ce grand élan scientifique qui vise à documenter, à cartographier, à mettre en fiche l'individu. Alors, théoriquement, c'est pour prévenir la récidive. Là, Rokin, je dévoile rien en disant qu'il va être guillotiné, il y a très peu de récidives à prévoir de sa part. Encore que, jusqu'au bout, les pouvoirs publics seront convaincus que ses complices viendront le délivrer. Les pouvoirs publics et l'opinion, d'ailleurs, en partie. Donc, tout ça est assez passionnant, et ça montre à la fois ce que peut être ce débat au plan national et ce qu'il peut être décliné au plan local. Alors dans un très honnête bandit, tu évoques aussi beaucoup la justice en Corse, le fonctionnement de la justice, le fonctionnement aussi du monde carcéral, la prison de Bastia, les conditions d'incarcération incertaines, de Rocchini, et puis in fine, bien sûr, tu viens d'en parler rapidement, tu évoques aussi l'exécution, la décapitation de Rocchini par Desblair. Alors, qu'est-ce qui te semble intéressant dans tout ça? Est-ce qu'il y a un lien aussi, est-ce qu'il y a un lien finalement entre le fonctionnement ou les dysfonctionnements de la justice en Corse et la violence insulaire? Moi, ça me fait penser à un proverbe corse qui dit « Qui a amicizia e danari, torge un naso a justitia » Qui a des amis et de l'argent tord le nez à la justice. Je peux presque dire que ça résume le tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la justice, encore, je serais presque tenté de dire jusqu'à nos jours, a toujours été extrêmement mal administrée. Je ne dis pas rendue, je dis administrée. Napoléon, originaire d'Ajaccio et qui connaissait les siens, avait décidé qu'elle devait être d'exception. Donc on a eu pendant des années des espèces de potentats locaux, Morand, etc., j'en passe et des meilleurs, qui ont appliqué une justice d'exception, rendue souvent par des militaires, même si siégeaient des civils, qui est très expéditive, pas très respectueuse, y compris au regard des canons de l'époque, des droits des citoyens. Quand les jurys populaires sont rétablis en France, ils le sont rétablis partout, sauf en Corse. Pas dans les détails, parce que ce sont des considérations à la fois juridiques et techniques assez compliquées, mais grosso modo, tout au long du XIXe siècle, en tout cas jusqu'à la fin du premier tiers du XIXe siècle, on ne juge pas en Corse comme partout ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a... les gens perdent complètement, la population perd complètement l'habitude d'une justice sereine, exercée par des jurés populaires, et ne se trouve en but qu'à une espèce de justice vraiment d'exception dans ce qu'elle peut avoir d'exceptionnel, au risque du truisme, c'est-à-dire à la fois parfois extrêmement sévère, à la fois en fonction de tout un tas d'agissements, on dirait de tamponnage aujourd'hui par des hommes politiques, de magistrats par des hommes politiques, etc., elle peut se révéler aussi extrêmement laxiste. Et va comme ça se définir une sorte de ligne de conduite de la justice qui ne trouvera jamais de juste équilibre à sa balance. Elle va être par cycle extrêmement rigoureuse, par cycle extrêmement laxiste. Il faut quand même se rendre compte que devant la cour d'assises de la Corse, à l'époque qui siège à Bastia, il suffit d'invoquer l'excuse de provocation pour se tirer avec 5 ans de prison d'un triple homicide. Ça, ce sont des cas attestés. Et les pouvoirs publics vont avoir à cet égard une attitude très discutable. C'est-à-dire que on peut la retrouver aujourd'hui, on envoie des magistrats de choc, mais sans leur en donner les moyens, en disant faites comme vous pouvez, lesquels se retrouvent parachutés du jour au lendemain en Corse et font effectivement ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire pas souvent grand bien, ou de temps en temps on dit écoutez, c'est très compliqué, faites pas de vagues,
dit amène à tout et on n'en parle plus. Je caricature un peu, évidemment, mais grosso modo, c'est comme ça que ça s'organise. Ça n'empêche pas qu'il y a des magistrats très courageux. Je pense à l'avocat général Sorbier qui a écrit des choses très pénétrantes sur la Corse. Je pense à l'avocat général Vincent Brandini de Carafe. C'était l'époque où il y avait des magistrats corses, lesquels étaient inévitablement suspectés de compromission avec la population, alors que souvent, c'était les plus rects, parce qu'ils entretenaient une très saine distance avec la population, et ils ne souillaient pas l'hermine de considérations qui n'arrêtaient pas certains de leurs confrères continentaux. Mais il se trouve qu'effectivement, tout au long du XIXe siècle, les Corses vont perdre l'habitude d'une justice sereinement administrée. Évidemment, quand on sait qu'on se tire d'un triple homicide avec 5 ans de prison lorsque l'on n'est pas acquitté, et uniquement si l'on est pris, ça n'incite pas, à réfréner ces pulsions vendettesques. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ton rapport à l'histoire ou bien, je ne sais pas, tes futurs projets d'écriture, si tu en as ? Alors, je n'ai pas de projet d'écriture pour l'instant, parce que je souhaite me consacrer essentiellement à ce qui me plaît beaucoup plus qu'écrire des livres, c'est-à-dire le journalisme. Quant à mon rapport à l'histoire, il est constant depuis que je suis tout gosse. J'ai toujours été absolument passionné par l'histoire. Je me souviens que au bac, j'avais rendu une copie de 24 pages avec un examinateur qui m'avait dit qu'il ne me filerait plus de copies doubles et que ça suffisait là. Mais il se trouve que c'était tombé sur une période qui me fascinait quand j'étais en fin d'adolescence, qui était les guerres de décolonisation. Et je lisais tout un tas de bouquins sur la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine. Et il se trouve que j'étais tombé sur un sujet qui disait quasiment en substance décolonisation de points comparé à la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Donc j'ai eu aucun mérite à gratter autant. Mais ce rapport, il est constant. Et d'abord, il tient à une appétence particulière et tout à fait intime pour l'histoire. Mais aussi parce que j'ai compris assez vite que en Corse, qui est une île qui a la maladie de la mémoire longue, si on ne maîtrisait pas l'histoire, on risquait de ne pas maîtriser grand-chose. Il faut quand même savoir que c'est une île où on est capable, dans un village, de tomber sur quelqu'un qui retrace votre propre généalogie, alors que c'est un parfait inconnu, sur 7 et 8 générations, généalogie que vous-même ignorez complètement. C'est quand même une île qui a la passion obsidionale, voire l'obsession totale de la généalogie des ancêtres, des aïeux. Alors ça peut entraîner des conséquences très dommageables, et notamment des espèces de haine recuite qui se transmettent comme virus de génération en génération, ou de mythologie familiale complètement délirante. On en connaît tous autour de nous en Corse, des gens qui sont atteints de ce trouble. Mais en tout état de cause, j'ai compris assez vite, et j'ai compris aussi dans ma pratique journalistique, dans ma pratique professionnelle en Corse, que si on ne maîtrisait pas l'histoire, en Corse, il était illusoire de vouloir rendre compte du présent. Et le journaliste étant l'historien du présent, j'ai dû en passer aussi par là pour essayer de comprendre un peu ce qu'était mon île. Et puis enfin, pour terminer, en tant que passionné d'histoire, on l'a bien compris, est-ce que tu peux, Antoine, nous dire ce que tu penses de Criminocorpus ? Et si Criminocorpus a pu être utile dans la rédaction de ton ouvrage ? Alors c'est évidemment un peu flagorneur de dire chez Criminocorpus que Criminocorpus est absolument indispensable pour les gens qui s'intéressent aux matières dont on traite, mais oui, en fait, c'est absolument indispensable par la richesse de ce qui est mis en ligne, par la profondeur des vues des gens qui y contribuent, par aussi les possibilités qu'on a en découvrant, en lisant un document, ou pas seulement un document, d'ailleurs une étude, de se dire, tiens, ça me fait penser, l'histoire opère souvent comme ça, par bond, d'un sujet à un autre, d'une thématique à une autre, ou à l'intérieur d'une même thématique. Quant à très honnêtement dit, je peux dire que Criminocorpus présente même le document quasi central sur lequel j'ai fondé en partie mon livre, c'est-à-dire les double observation du docteur Paoli et du médecin militaire Alphonse Cocher sur Rocchigne, incarcéré à la prison d'Ajaccio avant d'être exécuté. On trouve là vraiment quasiment tous les schèmes de l'époque en matière d'anthropologie légale, d'anthropologie judiciaire et d'anthropométrie. Et ça a été fondateur, central et crucial, pour non seulement l'appréhension du sujet, mais aussi pour la compréhension de cet énigmatique Xavier Rocchigne.
Un grand merci à toi Antoine. Merci à vous. Nous te remercions infiniment.